pouce en avant si c'est le cas? Oui? Non? Ouais, super, merci. Je ne sais pas si certains connaissent cette image, qui est l'atelier du maçon. Et comme vous le voyez sur cette image, il y a plusieurs façons de voir les choses, en fait. Il y a, est-ce qu'on construit en fait un mur, tout simplement? Est-ce qu'on entasse des briques? Est-ce qu'on construit un mur? Ou est-ce qu'au contraire, on construit une cathédrale? Et dans la vie de tous les jours, c'est un peu la même chose, en fait. C'est-à-dire, en tant qu'opérationnel, personne sur le terrain, voilà, comment on se projette ou pas dans ce changement. Certains l'ont dit, penser à l'objectif final, c'est très important de se projeter, en fait. Pourquoi on fait ce changement? Si on a la cathédrale en tête, ça va être beaucoup plus facile de s'impliquer, en fait, et d'embarquer les collaborateurs dans ce changement. Au contraire, si on est vraiment à cette première couche, juste on assemble des briques, mais on ne sait pas trop pourquoi, en fait. Aujourd'hui, tiens, on change de RP, c'est plus tel logiciel, ça va être celui-là. Mais sans comprendre la finalité, on peut être sûr que là, on court à la catastrophe. Si déjà on arrive à construire un mur, on y voit un peu plus, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant encore, parce que là, du coup, sur le long terme, on va manquer un peu d'engagement et de motivation pour tenir. Donc vraiment, l'idée, c'est de viser cette cathédrale. Plus vous serez au clair avec l'objectif final, plus vous aurez le cap en tête, le sens, plus ça sera facile d'embarquer les collaborateurs à l'intérieur de ce changement. En gros, il y a 3 catégories de changements. Quand on a fait le premier tour de table tout à l'heure avec la météo, vous êtes tous plus ou moins dans une de ces catégories. Les premiers changements organisationnels, c'est ce qu'on appelle les changements qui portent sur la structure. Donc là, c'est vraiment tout ce qui va être relation d'autorité. Je change justement de responsable, de directeur. On avait pas mal de changements comme ça, ou des refontes de postes. Des fois, on va remettre un management transversal ou autre. Voilà, là, on est beaucoup dans le structurel. La technologie, ça encore, beaucoup d'entre vous étaient concernés. On va changer de RP, CRM, ou même le SIRH. On va mettre un nouveau logiciel. Toute cette digitalisation aussi. On va changer de méthode de travail. Certains l'ont dit aussi. On va passer plus en collaboratif et peut-être moins en hiérarchique ou en silo, etc. Donc ça, on est dans des changements plutôt technologique. Et après, le personnel, on a aussi parlé, en tout cas dans notre groupe, quand on a parlé un peu des émotions, etc., c'est qu'à un moment donné, on va aussi demander à certaines personnes de changer leur posture managériale. On n'attend plus la même chose aujourd'hui d'un manager au XXIe siècle qu'il y a 10 ans, voire 20 ans en arrière. Donc, comment on change en fait ces attitudes, ces comportements? Ça aussi, c'est des changements qui s'accompagnent. 3 grosses phases clés en fait quand on commence à initier un cycle de changement. La première phase, la naturelle, on va dire, c'est effectivement déjà de faire un état des lieux. On pose un diagnostic. C'est quoi les besoins en fait? Ça a été dit dans notre groupe, finalement, de quoi vous avez besoin. Pourquoi on met en place ce changement? Donc ça, c'est important de se poser. C'est quoi le besoin? C'est quoi les populations concernées? Qui éventuellement serait résistant à cette transformation? Donc voilà, on pose un peu cet état des lieux. Ensuite, le deuxième point, c'est l'accompagnement. Il va falloir choisir les leviers les plus appropriés, en fait, que ce soit pour la communication, pour la formation, parce que l'idée, ça va être vraiment de préserver le climat social. On n'a pas envie d'avoir un piquet de grève et tout le monde déboulé dans notre bureau. Donc ça s'accompagne, en fait. Et puis, la dernière phase, ça va être le pilotage. Il va falloir quand même trouver ce que j'appelle les change makers, donc vraiment ces hommes qui vont être capables de mener la barque. Alors là, pour les études de cas qu'on a fait dans les sous-groupes, c'était par exemple Nathalie ou Sandrine. Donc là, vous aussi, en tant que DRH, vous êtes des change makers dans les sujets que vous avez amenés à bras-le-corps. Et ça, du coup, effectivement, il va falloir que vous meniez ces transformations. Et pour chacun de ces cycles, en fait, que ce soit diagnostic, accompagnement ou pilotage, il y a des méthodes, il y a des outils qui sont possibles en fait, à chacune de ces étapes. Allez, j'en dis pas plus et je laisse la main à Laurence avec cette magnifique courbe. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui la connaissent déjà, cette courbe. Ça vient des travaux d'Elisabeth Kubler-Ross sur le deuil au sens propre. Donc, ça a été pas mal repris en termes de management. Moi, c'est un apport théorique qui me paraît essentiel sur ces sujets du changement avec cette notion du temps. Donc, la courbe horizontale, c'est la notion du temps. J'ai mis en rouge T0 égale l'annonce parce qu'en fait, dans les malentendus, moi que j'ai beaucoup expérimenté, il y a le fait que
il y a souvent d'abord la direction qui prend une décision ou qui est au courant, puis ensuite il y a les managers, puis ensuite il y a les collaborateurs. Et chacun commence sa courbe au moment où il prend connaissance du sujet. Et c'est assez difficile de se dire, mais moi j'ai commencé cette courbe-là il y a 6 mois et les collaborateurs, ils la commencent aujourd'hui. Et toutes ces phases-là, ils vont passer au travers de la même façon. Alors, sur la première partie, donc si tu veux bien cliquer, Christelle, stock à la main, à chaque fois, il y a besoin d'accompagnements différents. Donc, sur la première partie où il y a une période d'annonce, c'est pas le moment où, dans la courbe du deuil, où on commence à réfléchir aux solutions. On est déjà dans ce tiens, il y a ça qui va changer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le déni, c'est justement, j'ai pas envie que ça se passe et j'essaye de refuser l'idée. Et dans cette phase-là, c'est pas une période où on peut travailler ensemble. L'idée, c'est vraiment d'informer et d'écouter, sans forcément apporter des solutions. J'insiste sur le verbe écouter. Nous, je me mets encore dans le lot des DRH. On a tendance à vouloir apporter des solutions. Alors qu'à ce temps-là, ce qui est intéressant, c'est de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu crains? Comment tu le comprends? Qu'est-ce qui se passe pour toi derrière cette crainte? Est-ce qu'il y a une autre crainte derrière cette crainte? Si par exemple la personne a peur de perdre son poste, qu'est-ce qui se passerait si tu perdrais ton poste? Est-ce que tu pourrais croire, mais à quoi tu penses, etc. Avant de dire, non, mais t'inquiète pas, ce n'est pas ton poste qui est concerné, mais vraiment rester dans l'écoute. Donc après, le sujet fait son chemin. Dans la phase 2, le but, c'est de pouvoir accompagner les personnes. Et là, c'est à ce moment-là, quand les personnes ont entendu que le changement allait se faire, ont entendu qu'il n'y avait pas d'autre choix que de passer à autre chose, qu'on ne pouvait plus rester sur la façon de fonctionner antérieure, c'est là qu'on va pouvoir commencer à travailler ensemble et accompagner cette phase où il peut y avoir de la tristesse aussi, pour se dire comment est-ce que ça va se passer, quelles sont les conditions essentielles du changement et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe dans des bonnes façons. Quand on enclenche l'acceptation, là, c'est la phase où c'est le plus intéressant d'encourager les personnes et toutes les personnes qui enclenchent cette phase de changement, de faire des signes de reconnaissance positifs et de vraiment valoriser le fait que les personnes se mettent en mouvement pour arriver jusqu'à la phase 4, où là, dans la phase 4, on peut vraiment faire des constats en disant, ben voilà, les personnes se sont engagées, il y a ça et ça qui a déjà fonctionné, et ça, il y a eu des gros efforts qui ont été faits, il y a des remises en question qui ont été faites et où on peut vraiment reconnaître l'engagement des personnes. Mais ces phases-là, tout le monde ne passe pas au travers à la même vitesse et tout le monde ne commence pas en même temps. Et moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir ça en tête pour se dire, à différents moments, il y a différentes façons d'accompagner les gens. Je vois qu'on n'est pas en avance, alors je te repasse la main, Christelle. Ça marche. Qui dit changement, qui dit qu'il faut un pilote dans l'avion. Et aujourd'hui, les pilotes, alors pour beaucoup d'entre vous, c'est vous en tant que DRH, mais des fois, effectivement, pour d'autres logiciels, je ne sais pas, ERP, CRM ou autre, ça peut être d'autres managers. Et clairement, le changement, c'est devenu une compétence clé pour un manager aujourd'hui. Il faut vraiment qu'il maîtrise tous ces outils, toutes ces méthodes qui co-construisent en fait le changement avec ses collaborateurs, avec ses équipes. Et donc du coup, ça y est, j'ai perdu le fil. Ça y est, je me suis auto-perdue, c'est pas mal ça. En fait, c'est le 8 de l'infini, je me suis perdue dedans. En gros, le manager, il va devenir coordinateur, il va devoir opérer ce changement, devenir leader. En fait, c'est surtout sur le côté leadership, c'est-à-dire qu'il va devoir autant prendre des décisions que piloter la performance. Et surtout tenir compte de ces équipes, de à quel niveau ils sont effectivement dans la courbe de changement que vous a présenté Laurence juste avant. Donc, c'est des vraies compétences clés pour ces managers et ça clairement, ça s'accompagne. En tout cas, il faut les former à ça parce que tout le monde ne sait pas aujourd'hui manager un changement. Quand je vous parlais des outils de pilotage, il y en a un que j'aimerais bien vous présenter aujourd'hui, c'est le baromètre ICAP. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. ICAP, c'est tout simplement information, compréhension, adhésion et participation. C'est un outil assez simple à mettre en œuvre pour identifier ce changement et l'amorcer.
En gros, c'est des questionnaires qui sont composés de 3-4 questions pour chacun des collaborateurs et qui permettent en fait à intervalles réguliers, souvent c'est tous les 3 mois, de voir où est-ce qu'on en est par rapport à est-ce que les informations sont bien comprises, répercutées de tout le monde, au niveau de la compréhension, enfin de l'adhésion, de la participation. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est assez marrant parce qu'on voit typiquement l'information, en fait, plus en fait, on avance dans le changement, plus il va falloir beaucoup communiquer. Et pareil, au niveau de la compréhension, c'est progressif. C'est-à-dire qu'au début du projet de transformation, enfin de conduite du changement, on a l'impression de comprendre, mais notre degré de compréhension va vraiment s'améliorer au fur et à mesure qu'on est dans la phase de réalisation et puis de test. En gros, plus on aura les mains dans le cambouis, mieux on va comprendre le changement. Et l'adhésion, c'est assez marrant en fait. C'est qu'au début, souvent, les 3/4 des gens sont plus ou moins, on va dire, OK, ou en tout cas dans l'attente. Mais souvent, quand on commence à être dans la phase de la réalisation, il y a une petite baisse de morale, de motivation, parce que ouais, finalement, pourquoi on le fait, ou c'était mieux avant, ou on ne comprend pas trop. Là où du coup, il y a vraiment c'est important en tout cas pour les change makers, enfin vraiment les managers du changement, de resituer le cap à chaque fois. Puis après, ça redémarre, donc là, c'est la bonne nouvelle. Et puis ça redémarre et surtout, ça finit au-dessus. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a commencé et le moment où on finit, en principe, on a réussi à embarquer beaucoup plus de personnes et tout le monde dit à la fin, ouais, finalement, on ne reviendrait pas en arrière, je veux dire, c'est beaucoup mieux maintenant. Et ça, voilà, le niveau de participation, ce taux d'engagement aussi augmente au fur et à mesure. Donc ça, c'est un super outil qui permet vraiment de piloter ça, d'expliquer à chaque fois, de faire des actions correctives si on voit que ça redescend un petit peu sur un sujet ou un autre. Alors ça, moi, c'est une deuxième révélation que j'ai eue et que je voulais partager avec vous, qui vient de la sociodynamique. C'est la typologie des attitudes. Alors, je vais essayer d'être rapide pour vous l'expliquer. En fait, il y a un côté où on voit l'énergie contre, donc dans le sens d'en bas là, qui est en rouge, on voit -1, -2, -3, -4. C'est la force avec laquelle les gens déploient de l'énergie contre et de l'autre côté de l'énergie pour. Donc là, l'idée, c'est d'identifier où se situent les gens, les équipes en face desquelles on se tient, en sachant que chacun a des réactions différentes. Alors, en bas à droite, vous voyez les opposants et les irréductibles. Alors, la différence entre les opposants et les irréductibles, c'est que les opposants, c'est des gens qui sont définitivement contre, mais qui iront, qui subiront, qui se soumettront et qui feront le changement à partir du moment où c'est imposé. Les irréductibles, c'est vraiment des gens qui peuvent mettre de l'énergie à mettre des bâtons dans les roues. Mais dans les deux cas, c'est des personnes qui sont contre le changement, point barre. Alors moi, j'ai toujours eu tendance à vouloir convaincre ces gens-là. Et dans la théorie de la sociodynamique, l'idée, c'est que c'est des gens en fait, qu'il n'est pas possible de convaincre. Et chaque fois qu'on passe du temps à essayer de convaincre des gens qui sont résolument opposants ou irréductibles, en fait, on leur donne de la voix. Ça, moi, je n'avais pas du tout pensé à ça. Et la théorie dit que c'est pas la peine de passer plus d'1/3 de son temps avec ces personnes-là à partir du moment où on est sûr que de toute façon, ils passeront pas du côté pour. Ils peuvent avoir des croyances qui sont impossibles à dévisser sur le fait que ce changement n'est pas bon. Alors, on parle bien, c'est ce qui est marqué dans l'étoile, la grosse étoile en haut, sur un sujet en particulier à un moment donné. Ce n'est pas forcément des gens qui sont tout le temps opposants, mais à partir du moment où ils sont définitivement contre le projet et qu'on voit qu'on ne peut pas les convaincre, il ne faut pas passer trop de temps avec eux et surtout pas leur donner trop de tribunes. C'est vraiment ça l'idée. Donc, l'idée, c'est de passer 2/3 de son temps avec le reste des gens. Alors, les alignés qui sont en haut à gauche, c'est les gens qui sont pour, donc qui sont en principe relativement faciles à gérer. Ce qu'on appelle le triangle d'or, c'est les concertatifs, qu'on appelle aussi les constructifs. Donc ça, c'est des gens qui sont vraiment très utiles pour le projet. Tu peux animer, Christelle, s'il te plaît, il doit y avoir un... Je ne savais pas qu'elle bougeait. Ah oui, pardon, merci. Les concertatifs, c'est des gens qui vont participer pour mettre au point le projet et pour le faire aux petits oignons par rapport à ce qu'il est possible de faire et faire les ajustements nécessaires. Donc ça, c'est des gens qui sont très précieux. Et puis, dans la ligne du milieu, on a les passifs, les hésitants et les déchirés. Donc les passifs, ils vont suivre
les passifs vont avoir tendance à suivre le mouvement, donc il ne faut pas les négliger, mais il faut vraiment les encourager à rejoindre le reste du groupe. Et les hésitants, c'est des personnes par contre qu'on peut convaincre. Donc là, ça vaut le coup d'investir du temps à essayer de convaincre les hésitants. Et les déchirés, c'est des personnes qui sont pour le projet, mais contre la façon de le faire, par exemple. Voilà. Donc, l'idée, c'est de concentrer son temps sur cet axe du milieu pour faire en sorte que ces gens rejoignent les alignés et rejoignent l'énergie du projet, sans trop donner trop d'espace aux opposants et aux irréductibles. Voilà, je ne m'attarde pas plus, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Alors, un partage sur 6 stratégies, bien sûr, il y en a plein d'autres, mais en tout cas, c'est les 6 principales, on va dire, que j'identifie pour réduire cette résistance au changement. Parce que comme vous l'a dit Laurence, il y en aura. Il y aura toujours le wagon de tête qui est à fond, mais vous aurez aussi le wagon un peu derrière. Et eux, l'idée, c'est de les faire pivoter un peu plus vers l'avant. La stratégie qui est, en tout cas celle qui à mon sens, est la plus profitable, on va dire vertueuse, c'est effectivement l'éducation et la communication. Ça veut dire former les collaborateurs, former sur la conduite du changement, communiquer énormément, même si c'est long, c'est fastidieux, ça va vous prendre du temps. C'est néanmoins vraiment gage de réussite dans votre projet. La participation, plus vous allez impliquer vos collaborateurs dans le processus, plus vous allez avoir de l'adhésion. Donc, tout ce que vous pouvez mettre comme cellule, enfin comme brainstorming, comme atelier collaboratif et autres, ou questionnaire, enfin faire des baromètres régulièrement, etc. Vraiment, ça va fonctionner très bien pour les impliquer dans ce projet de conduite du changement. Donc, faites-les participer un maximum. L'aide et le soutien. Certains collaborateurs ne vont pas avancer à la même vitesse. On l'a vu tout à l'heure dans la courbe du changement. Vous, souvent, comme vous êtes au sein du comité directionnel, le changement, ça fait 3 mois ou 6 mois que vous travaillez dessus. Pour certains qui vont l'apprendre, il va y avoir cette phase de choc, etc. Bon, bref. Et puis surtout, on n'a pas tous cette même capacité à gérer le changement. Certains ont l'habitude, c'est Sandrine qui disait, même moi j'en ai tout le temps, j'en ai trop, j'en veux plus. Mais pour certains, ils n'en ont jamais eu, ils sont paniqués, ça fait, 10 ans qu'ils font toujours la même chose, et puis d'un seul coup, on leur dit, non, tu fais plus comme ça, ce sera plus autre comme ça, bon bref. Donc, on n'est pas tous égaux par rapport à ce soutien-là, et donc là, il faut reconnaître que, il y en a... Peut-être que le nouveau logiciel ERP en 2 jours de formation, ça va être OK. Et d'autres, il va leur falloir 2 mois. Donc ça aussi, vraiment s'adapter à ça. La négociation, c'est pour proposer en fait un projet de conduite du changement, il faut proposer un projet qui a de la valeur en fait. Il faut y ait une contrepartie en fait. Si vous voulez réduire cette résistance au changement, il faut qu'ils comprennent le bonus, le plus. Donc ça, vraiment travailler là-dessus, parce que plus vous serez, c'est un peu comme quand vous faites des NAO en fait, plus vous mettrez des choses sur la table, sur la table de la négo, plus ils diraient ouais, ok, d'accord, finalement ça va arranger mon petit quotidien, ça va être, ça va optimiser ci ou ça. Donc là, vraiment communiquer là-dessus pour qu'ils voient bien midi à leur porte. La manipulation et la cooptation. Alors là, c'est pas forcément ce que je préconise, mais néanmoins, ça existe. Alors, on va dire le côté vertueux de la cooptation, ça va être tout ce qui va être les stratégies d'influence cachées. C'est-à-dire, souvent, on va créer des petits groupes d'influenceurs qui vont comme ça se dispatcher dans l'entreprise pour essayer de pour rallier plein d'autres personnes à leur cause en disant « mais si, ce changement, il est super, tu vas voir ». Donc voilà, tous ces influenceurs que vous pouvez avoir dans l'entreprise, ça peut être une bonne chose parce que vous ne pouvez pas être partout. Et même si vous communiquez sur différents supports, etc., à un moment donné, d'avoir des vrais relais, pas que des managers, mais même sur le terrain, au niveau des opérationnels, c'est une très bonne chose. Après, attention quand même, néanmoins, dans cette manipulation, c'est qu'à un moment donné, c'est plus dans la façon dont la direction va amener ça par rapport à ces personnes un peu ressources, où ça peut être un peu limite. Mais le côté plutôt vertueux, c'est trouver aussi des alliés dans les équipes. Et la coercition, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Laurence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le changement, il doit avoir lieu et il y en a, si vous passez trop de temps à leur donner de l'importance à cette tribune, c'est juste pas possible, c'est contre-productif. Donc, de temps en temps, il va bien falloir les menacer ou en tout cas mettre des sanctions directes. Parce que il faut y aller, c'est comme ça. Et si c'est une fin de non-recevoir, par exemple, si je reprends mon exemple du logiciel ERP qui veut absolument pas,
Ah ouais, mais 99% de l'entreprise est passée sur ce logiciel. Aujourd'hui, on te demande de bosser sur ce logiciel, point barre, quoi. Donc, effectivement, tu veux pas, bah, boum, on arrive sur du disciplinaire. Clairement, ce n'est pas l'option que je préconise, hein, parce que c'est à être contre-productif. On va perdre en engagement du collaborateur, enfin, etc. Vous voyez le scénario un peu catastrophe derrière. Donc, j'irai plutôt sur les stratégies duo que les deux dernières. Mais néanmoins, c'est des stratégies voilà, qui existent, qu'il faut connaître et sur lesquelles vous allez peut-être, au bout d'un moment, avoir recours s'il n'y a pas d'autre échappatoire. Oups, pardon. Très rapidement, pour essayer de terminer à l'heure, ça c'est quelques erreurs qu'on a notées. C'est tentant hein, de mettre les difficultés vécues ou les émotions sous le tapis et de passer directement à la suite. C'est des choses on sait aujourd'hui, parce que ça a vraiment été beaucoup étudié, on sait que ça ne marche pas. Donc il y a toujours besoin d'avoir une parole sur les difficultés qui ont été vécues. Une autre erreur, c'est de ne pas être clair sur les périmètres fermés et ouverts à la négociation. Donner l'impression qu'il y a des endroits où il y a de la marge de manœuvre alors qu'il n'y en a pas, c'est pareil. Les gens ont plutôt l'impression qu'on se moque d'eux plutôt que de jouer le jeu. Quand il y a des nouveaux, pour bien travailler ensemble, il y a un vrai besoin de faire connaissance. Donc, organiser des événements où les gens peuvent commencer à se parler, échanger un peu. Alors, quand c'est un DG, on n'en parle même pas, hein, c'est encore plus important. Mais voilà, il y a une vraie place à donner dans les fusions aussi. Moi, j'ai vécu ça par en haut et aussi par en dessous, d'organiser des événements où les gens peuvent se rencontrer, où on peut démystifier soit les acquéreurs, soit les personnes qui vont intégrer le groupe. Ça vaut vraiment le coup de le faire. Et puis, faire croire que les intérêts des actionnaires et des salariés sont communs à 100%. Il y a beaucoup d'intérêts communs, mais il y a des fois, c'est comme ça. Hein, et faire comme si ce n'était pas comme ça, c'est pareil. C'est aussi des choses où on sait que ça ne fonctionne pas. Il y a une notion de bien commun en sociodynamique qui permet de faire cette différence et de bien mettre en évidence qu'est-ce qui relève du bien commun. Et c'est là-dessus qu'on va vraiment bosser ensemble. Voilà, rapidement. Merci Laurence. C'est le moment, si vous avez quelques